Bonjour à tous. Bienvenue pour ce dernier débat de la journée qu'on a intitulé l'impossible transition avec un point d'interrogation qui est assez important. On reçoit pour en parler François Gémen, qui est politologue, professeur à HEC. Et on reçoit Jean-Baptiste Fressoz, bonjour, qui est historien et qui vient de publier Sans transition, un livre qui vient de recevoir le prix Écolo-Ops, donc qui est décerné chaque année par la rédaction du Nouvel Ops et qui est en vente juste à ma droite. Est-ce que tu veux en dire un petit mot, Jean-Baptiste, avant de commencer le débat ? Eh ben, en gros, parmi les prix qu'on peut avoir, c'est vraiment un des prix qui me semble dont je suis le plus honoré en fait, parce que c'est vrai que l'Obs, c'est une revue qui a été, on l'a bien vu là dans le couloir, qui a été vraiment hyper importante pour l'écologie politique dès les années 70. Et maintenant, il officie des journalistes environnement qui sont très intéressants à suivre et qui sont vraiment je trouve, dans le sillage de ce qu'avait fait André Gortz. Je voulais revenir un instant sur cette figure-là. Donc un journaliste, philosophe. En 1954, il publie un article sur le changement climatique. Il dit voilà, le climat va se réchauffer d'1 degré par siècle. Cet article de 1954, il est sans doute hérité des travaux dont je parle un peu dans mon livre sur les savants atomistes américains qui, dès 1951-52, commencent à travailler très sérieusement sur cette question-là, parce qu'ils ont bien compris que le changement climatique était un enjeu majeur, y compris pour promouvoir le nucléaire. Et puis André Gortz, c'est un personnage très important qu'il faut encore lire de nos jours. Je crois qu'au moment où l'électrification est en train de réenchanter la bagnole, lire l'idéologie sociale de la bagnole, c'est un texte absolument clé pour bien comprendre que l'enjeu, c'est pas simplement de réduire de moitié les émissions de CO2, c'est beaucoup plus profond. Faut aussi lire, à mon avis, Leur écologie et la nôtre, qui prévoit dans les années 70 ce qui est en train de se passer sur une écologie assez technocratique, centrée absolument sur la technologie et qui rate en fait des morceaux essentiels du problème et qui, ce faisant, est à peu près incapable, à mon avis, de décarboner l'économie mondiale en 30 ou 40 ans. Donc vraiment, je suis particulièrement honoré d'avoir ce prix par à la fois l'histoire de l'Obs, très importante, et puis ce que l'Obs fait en ce moment sur l'écologie, la manière dont la revue suit ces questions. Alors parlons un peu de transition, c'est le titre de votre livre justement. On a intitulé ce débat, est-ce qu'elle est possible ou impossible ? Quand on lit ce livre, on a un peu l'impression que ça va être très très compliqué de réaliser cette transition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes assez sceptique sur ce concept qu'on entend beaucoup aujourd'hui ? Voilà, alors c'est pas tant est-ce que la transition elle est possible ou impossible, parce que c'est pas du tout ça l'objet du livre en fait, c'est un livre d'histoire d'abord. En fait, ce que j'explique, c'est que la transition énergétique, c'est pas une notion scientifique très sérieuse. Au fond, c'est un slogan qui a pris une ampleur et une importance dans le débat public et dans l'expertise qui pose question. Et ce qui m'a semblé aussi intéressant en tant qu'historien, c'est de voir que cette notion de transition énergétique, quand on y est attentif, elle s'ancre dans une forme d'histoire. En gros, l'histoire, si on a déjà fait des transitions par le passé, maintenant on va faire une nouvelle transition. On serait déjà passé du bois au charbon, du charbon au pétrole, et maintenant on va passer des fossiles renouvelables. Ou alors, on voit ça quand les politiciens parlent de nouvelle révolution industrielle pour une sorte d'analogie à ce qu'il faudrait faire maintenant. John Kerry dit voilà, la transition énergétique, c'est la nouvelle révolution industrielle. Vous prenez Agnès Pannier-Runacher, l'ancienne ministre de la transition énergétique, elle disait la même chose. La transition, c'est simplement la nouvelle révolution industrielle. Et en fait, quand on sait un peu ce que c'est que la révolution industrielle, on se dit mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Quelle histoire ils ont en tête ? Alors vous allez me dire, ça c'est simplement des discours de politiciens, c'est simplement des discours motivationnels, c'est pas très important. Le problème, c'est qu'on retrouve le même genre de discours chez des experts. Et c'est ça qui me semble beaucoup plus inquiétant. C'est-à-dire l'expertise elle-même, la plus pointue, reprend une vision complètement fantasmée du passé. Vous prenez le dernier rapport du groupe 3 du GIEC de 2022, dans le chapitre 2, il y a tout un passage sur est-ce que la transition à venir va aller plus vite que les transitions du passé ? Quelle transition du passé ? En fait, il y a une confusion permanente, et ce genre de phrases qui sont très très problématiques. Cette confusion, elle repose sur le fait qu'on mélange technique et énergie, technique et matière. On a l'impression, quand on regarde les dynamiques technologiques, qu'il y a des grands basculements, qu'il y a des grandes transitions. Quand on regarde les dynamiques matérielles, l'histoire est beaucoup plus ennuyeuse. C'est une histoire qui est strictement cumulative.
Donc moi, ce qui me choque beaucoup, en fait, c'est quand on parle beaucoup trop légèrement de technologie, d'innovation et de sortie du carbone, en fait, l'histoire matérielle de l'humanité, c'est une histoire qui est strictement cumulative. On a passé encore le pic d'aucune énergie primaire. Depuis qu'on se préoccupe sérieusement du climat, mettons depuis les années 90, depuis qu'on a la conférence de Rio et la conférence, l'UNFCC, les émissions ont doublé à l'échelle mondiale. On n'a toujours pas passé le pic du charbon, on n'a pas passé le pic du pétrole et même pas passé le pic du bois. De nos jours, le bois en énergie primaire, c'est 2 fois le nucléaire. On vit avec des énergies anciennes. Et ce que je vous dis sur l'énergie, c'est vrai pour toutes les matières premières. Pour l'instant, toutes les matières premières ont cru. L'éventail des matières premières s'est élargi, on consomme une plus grande variété de matières premières, et toutes les matières premières ont cru. Alors, ce n'est pas toutes en vérité. Il y a quelques exceptions, évidemment, à toute règle. Il y a l'amiante qui a diminué, c'est intéressant, parce que c'est parce qu'il y a une interdiction, ça a un effet. Mais il n'y a pas eu d'obsolescence de l'amiante, d'une certaine manière. Et la seule qui a diminué par phénomène d'obsolescence relative, hein, c'est la laine de mouton qui a diminué d'1 tiers depuis les années 50. Parce qu'il y a des fibres synthétiques, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'environnement. Donc vraiment, je crois qu'on parle beaucoup trop légèrement de transition, etc., alors que c'est une notion qui est très très bizarre, hein, historiquement et scientifiquement. L'argument qui est un petit peu nouveau dans le livre, c'est pas simplement que les énergies s'additionnent, ce qui est une trivialité, il suffit de regarder un graphe qui représente les dynamiques énergétiques mondiales, c'est qu'en fait les énergies, les matières sont complètement imbriquées les unes dans les autres. On a beaucoup trop pensé les énergies comme des sortes d'espèces en compétition darwinienne, comme si les énergies, elles étaient en compétition. Et ça, c'est vraiment très présent dans l'historiographie. C'est d'abord un livre d'histoire, hein, ce que j'ai fait. Et donc, quand vous lisez mes collègues historiens, ils disent forcément le charbon est en compétition avec le bois, le pétrole est en compétition avec le charbon. Et ce n'est pas vrai. Le charbon accroît la consommation de bois. Par exemple, il y a toute une historiographie sur la révolution industrielle à laquelle se réfère John Kerry d'une certaine manière, ou les auteurs du groupe 3 du GIEC qui parlent de transition dans le passé, avec cette idée que par le passé, la révolution industrielle, c'est une transition du bois vers le charbon. Mais en fait, c'est vraiment faux, archi faux. Déjà, le bois énergie croît au 19e et au 20e siècle, et en plus, je sais pas, un exemple que j'aime bien, les mines de charbon dans les pays industriels comme la Belgique ou l'Angleterre, ça consomme beaucoup plus de bois que ce que ces pays brûlaient au 18e siècle pour étayer les galeries des mines. Vous voyez ? Donc vraiment, il faut penser les énergies et les matières comme profondément intriquées. Voilà, donc pour toutes ces raisons, et plein d'autres, la notion de transition énergétique, quand on retrace aussi son origine, je ne vais pas monopoliser la parole, quand on voit d'où elle vient, elle pose vraiment question. Voilà. Et je pense que c'est important de questionner ce mot totem qui est tellement confortable. C'est tellement simple de se dire, face au changement climatique, on va faire une transition énergétique. On va entièrement faire basculer toutes les énergies des choses qu'on n'aime pas vers les choses qu'on aime. C'est un peu trop simple. Voilà. Ça veut dire qu'elle est possible, mais très compliquée, finalement ? Alors, moi, je ne suis pas expert des dynamiques énergétiques contemporaines. Là, il y a des prospectivistes qui font ça, et je crois qu'il faut se référer à ce qu'ils disent. Donc, vous prenez... Donc, il y a un bandeau qui a énervé tout le monde sur le livre. Je pense que François pourra en parler. La transition n'aura pas lieu. Ça a choqué tout le monde, alors que, en fait, tous ceux qui connaissent un peu les dynamiques énergétiques et qui lisent ces rapports-là savent que c'est exactement ça, quoi. En gros, vous prenez le dernier rapport de l'AIE, ils estiment que la demande de pétrole va continuer encore dans les années qui viennent. Il y a le charbon qui risque de diminuer un petit peu grâce à l'envol du solaire. Et le gaz, lui, a encore des belles décennies devant lui. Si vous prenez le rapport de l'équivalent américain, c'est encore pire. Hein, ils pensent que le charbon va continuer de croître. C'est assez pessimiste. Donc vraiment, quand on fait non pas des scénarios net zéro, c'est-à-dire on force les modèles à atteindre la neutralité carbone pour voir ce qu'il faut faire, mais qu'on prend le monde énergétique tel qu'il est, qu'on extrapole la baisse des coûts des renouvelables, parce que ces institutions-là savent très bien que les renouvelables ont beaucoup baissé, qu'elles vont continuer de baisser. Ils prennent ça en compte dans leurs projections. Malgré cela, les fossiles résistent très très bien. Et on n'est pas du tout, mais alors pas du tout à zéro CO2 en 2050. En gros, on a stabilisé les émissions. Voilà. Donc vraiment, dire que la transition n'aura pas lieu, c'était pas de dire elle est impossible, ou c'était pas ça. C'était simplement, enfin, c'est l'éditeur qui m'a dit voilà, il faudra un bandeau, etc. En fait, ce bandeau, il est assez juste par rapport à ce que disent les experts de l'énergie. Voilà, les professionnels qui font ça sérieusement. Oui. François, ce bandeau, il vous a énervé ? Oui, comme beaucoup de monde. Et je vais vous dire pourquoi. Mon métier de chercheur consiste à aller documenter empiriquement sur le terrain
les effets du changement climatique auprès des populations les plus vulnérables. J'ai passé toute ma carrière, et le but c'est pas de parler de ce que j'ai fait, mais à aller documenter les effets du changement climatique au Congo, au Bangladesh, au Vietnam, dans les petits États insulaires, dans des pays encore aujourd'hui comme le Mali, comme le Soudan. Et par rapport à tous ces gens qui souffrent dans leur chair des impacts du changement climatique, des gens qui ont parfois tout perdu, qui ont perdu leur récolte, qui ont perdu leur habitation, qui ont perdu des membres de leur famille, des membres de leur communauté. Sincèrement, je ne me vois pas arriver auprès de ces gens et leur dire, écoutez les amis, ce sont les énergies fossiles qui sont les grandes responsables de vos malheurs. Nous savons que 3/4 des émissions proviennent de la combustion des énergies fossiles. Eh bien, je me vois mal aller voir ces gens et leur dire, écoutez, globalement, on ne va pas y arriver parce que dans l'histoire récente, on n'y est pas arrivé. Ce n'est pas un discours que je peux humainement leur dire. Je ne peux pas leur dire, les amis, regardez les courbes, vous voyez bien que les énergies s'additionnent les unes aux autres, se superposent et puis en plus sont intriquées. Et donc, oubliez l'idée qu'on va lutter contre le changement climatique ou qu'on va sortir des énergies fossiles parce qu'on ne va pas en sortir. Ce n'est pas un discours que je peux tenir à ce qui est aujourd'hui à peu près la moitié de l'humanité, c'est-à-dire des gens qui vivent dans des zones très exposées et qui sont directement touchés par les impacts du changement climatique. Et donc, quand Jean-Baptiste dit « jusqu'ici, à travers l'histoire, on n'a jamais atteint ni le pic du charbon, ni le pic du pétrole, ni le pic du bois », sincèrement, j'espère bien qu'on ne les atteindra jamais, ces pics. Ça serait une catastrophe si on les atteignait. Parce que ça voudrait dire que nous sortirions des énergies fossiles un peu parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce que les ressources s'épuisent. Mais nous devons le faire par volonté politique. C'est pas, comme je dis souvent, on n'est pas sorti de l'âge de pierre parce qu'on manquait de cailloux, mais simplement parce qu'à un moment donné, il va falloir en sortir. Et je pense que c'est un devoir qu'on a vis-à-vis des populations et dans les pays du Sud et dans nos sociétés qui sont directement vulnérables par rapport aux impacts du changement climatique. Et donc moi, je revendique complètement que la transition soit un slogan. J'ai presque envie de dire, je m'en fiche complètement de savoir ce qu'on a fait par le passé. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est l'énergie qu'on va déployer maintenant pour sortir des énergies fossiles. Et donc la transition, je le vois comme un devoir moral vis-à-vis des personnes qui sont directement atteintes par les impacts du changement climatique. Et c'est là où moi je revendique complètement que ce soit un slogan. Parce que je connais aucun coureur, aucun sportif qui a jamais gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques en étant convaincu qu'elle allait perdre la course. Et donc, quand son entraîneur lui dit « tu peux gagner », l'entraîneur, il s'appuie sans doute sur rien de scientifique. Et il y a des centaines, des milliers d'entraîneurs qui ont dit à leurs champions « tu peux gagner », alors que statistiquement, leur chance de gagner était objectivement très faible. Mais c'est comme ça que certains ont malgré tout réussi à gagner des médailles olympiques. Alors je suis désolé de prendre des termes beaucoup plus prosaïques et moins scientifiques, mais finale de la Ligue des Champions 2005 qui se joue à Istanbul, et vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le même registre. Liverpool contre Milan, et les amateurs de football dans cette salle savent de quel match je parle. À la mi-temps, Liverpool est mené 3-0 par Milan. Alors l'entraîneur, à la mi-temps, s'il a un point de vue scientifique, il va dire, écoutez les amis, statistiquement, je regarde l'histoire des statistiques du football et de la finale, et statistiquement, il y a relativement peu de chances que nous gagnions cette coupe. Et donc, il peut leur dire, et arriver avec un bandeau rouge en disant, les amis, la victoire n'aura pas lieu, et cette coupe, vous pouvez l'oublier. Mais j'étais pas dans le vestiaire, mais je pense qu'il va plutôt leur dire un slogan, leur dire, les amis, vous allez pouvoir remonter le score, et même si aucune équipe ne l'a jamais fait par le passé, on va pouvoir gagner cette coupe. Et c'est comme ça, notre Dieu, que Liverpool met 3 buts à Milan en deuxième période, et puis gagne au tir au but. Et je crois que c'est comme ça notre seule façon d'y arriver. Jean-Baptiste, je ne suis pas sûr que l'argument vous ait convaincu. Alors en fait, il y a plein de problèmes. Bon, l'analogie est assez compliquée à justifier, je pense. Mais le premier problème, c'est qu'en fait, le discours de la transition énergétique, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire c'est le discours qui a évité de parler de niveau de production, de sobriété. C'est un discours qui a été lancé par les États-Unis principalement, qui dans les années 90 était le premier émetteur mondial. Tout le monde leur faisait des gros yeux. Et ils ont dit, on ne va pas parler
de se fixer des objectifs de réduction. On ne va pas filer d'argent aux pays pauvres, parce qu'en fait c'est ça le sujet, c'est ça qu'ils veulent avec ce prétexte du climat. On va parler de transition énergétique. Donc la transition énergétique, c'est un discours des pays riches, et en particulier des États-Unis, qui ont un rôle clé dans le début de la production de l'expertise climatique dans les années 90, dans la formation du GIEC, en particulier du groupe 3 du GIEC, et qui a joué un rôle de procrastination. Donc je pense qu'il est très important que dans les pays pauvres, ils sachent ça, hein, que ce discours-là les enfume. Ça, c'est très important. Deuxièmement, je pense qu'en fait, d'ailleurs, les gens du Bangladesh, etc., ils ont aussi des modélisateurs. Ils sont en pleine croissance économique. Au Vietnam, il y a eu une énorme croissance de la consommation de charbon. La consommation de charbon a été multipliée par 12 depuis 1980 au Vietnam. Hein. Donc, le fait que les énergies s'additionnent, qu'elles sont en symbiose, ils le savent bien mieux que les gens qui fantasment sur l'hydrogène qui va tout remplacer dans 20 ou 30 ans. Donc ça, ils en sont parfaitement conscients. Donc je pense qu'en fait, la question, il faut arrêter de se poser, enfin, en tant que scientifique, le sujet, c'est pas de dire c'est quoi le bon discours. Enfin, je veux dire, c'est pas une démarche scientifique. Il faut voir le monde tel qu'il est. Les dynamiques énergétiques telles qu'elles sont, les contraintes technologiques telles qu'elles sont, les contraintes économiques telles qu'elles sont. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le blabla de la transition dans les pays riches, avec cette idée qu'on va tout décarboner sans faire d'efforts grâce à l'innovation. Ça me semble mais extrêmement dangereux et injuste. Parce qu'effectivement, c'est des questions de rapport Nord-Sud. Tu as entièrement raison de ce point de vue-là, bien sûr. Mais c'est vraiment cette notion de la transition énergétique, quand on voit comment elle émerge, et la fin du livre est là-dessus, en fait, c'est vraiment le discours de procrastination. Vraiment, c'est-à-dire, ça a eu un rôle politique assez désastreux, en fait. Parce qu'on n'a pas posé la question du niveau de la production et donc de la répartition. La question clé, on ne va pas décarboner l'économie avant 2050. Je veux dire, mais plus personne n'y croit. La question clé, c'est qu'est-ce qu'on fait du CO2 qu'on va émettre? Où est-ce qu'on l'émet? Il y a plein d'endroits dans les pays pauvres dont tu parles où émettre du CO2 est vital. Parce que c'est des choses utiles. Par exemple, le ciment. Très difficile à décarboner, le ciment. Le ciment, c'est pas que ce soit bien ou mal. La question, c'est est-ce qu'on s'en sert pour faire l'A69 ou un Xème contournement routier ou encore des grands buildings de 300 mètres de haut à New York, ou on s'en sert pour faire des réseaux d'adduction dans les pays pauvres? C'est ça la vraie question sur le changement climatique. C'est pas qu'on aura décarboné toutes les cimenteries du monde entier avant 2050, c'est pas vrai. Donc je pense que la transition énergétique, si tu veux parler aux pays pauvres, il faut s'en passer. Parce qu'en fait, on les enfume en parlant de ça. On peut parler de transition, on peut appeler transition énergétique. On peut parler ça comme on veut. La réalité, c'est qu'il faut qu'on sorte des énergies fossiles. J'en reviens pas que tu arrives à mettre en cause la nécessité de sortir des énergies fossiles parce que le mot qu'on utilise ne te plaît pas. On peut appeler ça comme on veut. Il y a différentes façons de sortir des énergies fossiles. D'accord ? On pourrait réduire la consommation de plein de choses. On peut réduire la production de ciment, on peut réduire la production d'acier. Ou après, on peut faire croire qu'on va faire 1,7 milliard de tonnes d'acier à l'hydrogène. On peut faire croire qu'on va stocker, qu'on va récupérer tout le CO2 de toutes les cimenteries du monde entier. Ce n'est pas vrai. Mais personne ne dit ça. Si, c'est juste, je suis désolé, mais c'est un discours que tu fantasmes un peu, Jean-Baptiste. Personne ne dit que la technologie va tout sauver et qu'on ne va pas faire d'efforts. Au contraire, aujourd'hui, tout le discours sur la transition, c'est un discours de sang et de larmes, c'est un discours d'efforts à réaliser, de coûts supplémentaires à supporter, de paperasse, de renoncement, de sacrifice. C'est pour ça qu'on a un énorme ressac politique aujourd'hui contre la transition, parce que plein de gens n'en veulent pas, parce qu'ils ont l'impression que c'est que des efforts et qu'ils n'y voient aucun bénéfice. C'est pour ça que la liste des Verts flirte avec les 5% dans les sondages européennes. J'ai l'impression que tu fantasmes l'idée que les gens pensent qu'on va y arriver sans effort. Aujourd'hui, je pense que le problème, c'est qu'on ne parle aux gens que des efforts qu'ils vont devoir faire et que c'est le discours archi-dominant, le discours archi-dominant. Alors là, je t'arrête tout de suite, c'est pas vrai. D'efforts et de renoncement et de sacrifice. Tu rigoles ou quoi? Le discours dominant, l'écologie à la française, c'est un discours d'effort, de sacrifice. Non mais attends, arrêtons. Le discours archi-dominant, c'est on va avoir 40 millions d'automobiles, elles seront électriques, on va produire tout autant d'acier, ça sera de l'acier vert, on aura des avions qui vont fonctionner avec de la biomasse et de l'hydrogène, etc. etc. Personne dit ça. À part Emmanuel Macron, à part le gouvernement français. Le discours d'Emmanuel Macron, c'est pas le discours dominant. Je suis désolé, sa liste est à 15% pour les européennes. Alors, et j'arrête, je continue. C'est aussi le discours des experts. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, au fond. C'est que l'expertise est extraordinairement technosolutionniste. On pourra y revenir si vous voulez. Mais bien sûr que si, c'est hyper dominant ce discours-là. Je veux dire, il n'y a pas de lobby de la sobriété, c'est aussi simple que ça. C'est pour une raison toute simple de politique générale. Il n'y a personne qui va défendre la sobriété parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Par contre, présenter des routes vertes et décarbonées, là, il y a de l'argent. Il n'y a pas de souci. Présenter des avions à hydrogène, vous trouverez des gens qui vont faire ça. Il faut aussi décarboner les routes, oui.
François, c'est-à-dire qu'on a toute une série d'usages aujourd'hui qu'il faut parvenir à décarboner. Le ciment est quand même parvenu à faire moins 9% d'émissions en 2023 par rapport à 2022 en France. On peut cracher sur ça. Je trouve que c'est quand même pas complètement nullissime. On peut en parler parce qu'effectivement, route et ciment, c'est très étroitement lié. Alors, le ciment, donc on en produit en gros 4 milliards de tonnes par an. Pour l'essentiel, c'est dans les pays pauvres. La Chine est le premier producteur, l'Inde doit être le deuxième. Récupérer le CO2 à la sortie des cimenteries, c'est extraordinairement coûteux. Ça consomme énormément d'électricité. J'en discutais avec quelqu'un de l'Office fédéral suisse qui s'occupe de climat. Et il me disait, Holcim, l'un des premiers cimentiers mondiaux, Richissime, dans le pays le plus riche du monde, ou l'un des plus riches du monde, la Suisse ne récupère pas le CO2 à la sortie de ses cimenteries et demande des milliards de subventions pour récupérer le CO2 à la sortie de ses cimenteries. Donc on va faire croire que Dangote, un des géants du ciment en Afrique, va faire du CCS à la sortie de ses cimenteries si Holcim ne le fait pas en Suisse. Arrêtons de dire des bêtises. Voilà, je pense que personne ne dit ça. J'ai l'impression que tu fantasmes sur une sorte de discours dominant qui, à mon avis, n'est pas dominant du tout, est complètement marginal. Alors, et sans ciment vert, il n'y a pas de route verte non plus. Parce que les infrastructures routières sont les premiers consommateurs de ciment. Donc en fait, la route décarbonée, c'est juste que ça n'existe pas. Voilà. Tu peux dire qu'il faut décarboner la route, sauf que c'est pas possible. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Pour avancer un peu, est-ce que François, vous pouvez nous citer, disons, les exemples qui vous incitent non pas à l'optimisme, mais qui tentent à montrer que la transition est possible ou en tout cas imminente? Je pense que ce qui est utile, c'est de regarder en détail les chiffres d'émissions dans de nombreux pays industrialisés aujourd'hui. On a vu les chiffres pour la France, moins 5,8%. Alors évidemment, ce n'est pas suffisant. Évidemment, il y a une partie qui est conjoncturelle, qui est due à l'inflation, qui est due au fait que l'hiver a été relativement doux, mais il y a aussi des baisses qui sont réelles dans plein d'industries. Dans l'industrie du ciment, moins 9%, dans l'industrie de l'acier, moins 11%. Il y a aussi le déploiement des véhicules électriques qui fait que pour la première fois, les émissions de transport sont en légère baisse, moins 3,4%. Et dans d'autres pays industrialisés, quand on prend des pays proches comme l'Angleterre affiche des résultats assez comparables, moins 5,7%, l'Allemagne, moins 10,1%. Et donc évidemment, on est encore qu'au tout début du chemin, mais ce que ces chiffres indiquent malgré moi, c'est qu'il est possible de baisser ces émissions et que donc l'idée que les émissions puissent baisser dans certains pays, ce n'est pas un fantasme absolu. C'est l'effet de plein de facteurs, des facteurs conjoncturels, certaines politiques publiques, il faut pouvoir le dire, des efforts de sobriété dans certains domaines, et notamment dans le chauffage, des innovations technologiques, des changements de comportement. On va avoir besoin d'absolument tout ça. Et donc moi, je suis convaincu que ça ne sert à rien, enfin, que le meilleur moyen de ne pas arriver, c'est de partir perdant et de dire on n'y arrivera pas, c'est impossible parce que historiquement, on ne l'a pas fait. Si on ne l'a pas fait historiquement, je crois que c'est parce qu'on n'avait pas de bonnes raisons de le faire. Lorsque Jean-Baptiste dit on a commencé à s'intéresser sérieusement à la question du changement climatique dans les années 50, c'est vrai d'un point de vue scientifique, mais ce n'est pas vrai politiquement. On n'a pas commencé à s'y intéresser sérieusement tant que les entreprises n'ont pas commencé à s'y intéresser. Et ce mouvement-là, il date d'il y a 3 à 5 ans maximum. Auparavant, les entreprises se fichaient éperdument du changement climatique et donc ça veut dire qu'on ne s'y intéressait pas sérieusement. Je donne un autre exemple, l'évolution technologique de la musique. On a eu des disques vinyles, puis on a eu des CD, puis on a eu la musique en MP3. J'ai dans mon téléphone des morceaux de musique, j'ai chez moi des CD, j'ai chez moi des vinyles. Alors on pourrait dire, l'un n'a jamais remplacé l'autre, et c'est pas parce qu'on a de la musique en MP3 qu'on n'a plus de vinyle, et on a même une certaine forme de résurgence des vinyles qui reviennent à la mode. Mais si demain on me disait, le fait d'écouter des vinyles, ça provoque des dégâts considérables chez des millions de personnes, mais j'arrêterais immédiatement d'écouter des vinyles pour ne plus écouter que de la musique électronique, bien entendu. Et donc, je crois qu'il y a cette dimension politique dans ton analyse qui fait que si on n'a jamais remplacé une énergie par une autre, ce qui était historiquement incontestable, c'est parce qu'on n'a jamais eu de bonnes raisons de le faire. Alors, comment dire? Donc là, c'est le truc classique, on confond dynamique technologique et dynamique matérielle. Il s'avère que consommer de la musique numérique est beaucoup plus émetteur que CO2 que consommer des musiques vinyles. Le problème, c'est que quand tu fais ce genre d'analogie, tu retombes dans cette erreur, en fait. Ce que je veux dire, c'est
Les dynamiques matérielles ne sont pas les mêmes que les dynamiques technologiques. Je te donne un exemple. Les lampes à pétrole, tu vas me dire, plus personne s'éclaire avec des lampes à pétrole, hein, grâce à l'électricité. Il s'avère que les phares de nos jours, les simples phares des voitures consomment 2 fois plus de pétrole que tout ce que le monde entier consommait en 1900 quand tout le monde s'éclairait au pétrole. Donc vraiment, il faut sortir de ces analogies qui sont fausses, fallacieuses. C'est une erreur en fait de penser dynamique technologique, penser que c'est la même chose que dynamique matérielle. Il faut vraiment faire cet effort. Deuxièmement, sur les bonnes nouvelles des pays riches, mais ça fait très longtemps en fait que les émissions baissent dans les pays riches. C'est pas nouveau ça. Enfin, je veux dire, on peut s'en féliciter. Attends, tu permets, je t'interromps pas. Donc en France, c'est depuis en gros le programme électronucléaire, les émissions baissent. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas si nouveau quoi. Ce qu'il faut bien voir, c'est premièrement les pays riches ont en grande partie fait diminuer leurs émissions parce qu'il y a eu une forme de désindustrialisation. Je crois que ça, c'est un point absolument majeur. On se félicite des 5,8%, ce qui est une bonne nouvelle, effectivement. C'est pas, enfin, je veux dire, je ne suis pas borné, hein, c'est une très bonne nouvelle, évidemment. Mais en fait, la moitié de l'empreinte carbone française, elle se fait à l'extérieur. Elle se fait dans les biens qu'on importe. Donc en fait, ce n'est pas 5,8% qu'on a diminué, c'est plutôt 2,4% déjà, si on voulait commencer à être un tout petit peu rigoureux. Bon, et puis en plus, évidemment, les premières... comment dire, c'est... On va d'abord, je pense que les émissions vont continuer à baisser parce qu'il y a du progrès technologique. Tu dis les entreprises, ça fait que peu de temps qu'elles s'intéressent au climat, mais ça fait très longtemps qu'elles cherchent à économiser le carbone. Ça, vraiment, il faut bien avoir ça en tête. Le charbon et le pétrole a toujours été un coût important. Ça a toujours coûté cher. Et il y a eu des progrès extraordinaires qui ont été faits dans le passé d'efficacité et de progrès technologique. Je te donne un exemple. Quand, dans les années 20, on met au rebut les vieilles machines à vapeur dans l'entre-deux-guerres, et on remplace ça par des moteurs électriques. Le moteur électrique est extraordinairement efficace comparé à une machine à vapeur. On divise par 12 l'intensité carbone de la force industrielle. De nos jours, quand on fait passer l'électricité d'une centrale à gaz à des panneaux solaires, on divise par 12 l'intensité carbone de l'électricité. Le progrès technologique, c'est quelque chose d'ancien. La baisse de l'intensité carbone de l'économie, c'est quelque chose d'ancien. Depuis les années 80, l'intensité carbone de l'économie a été divisée par 2. On émet 2 fois moins de CO2 pour faire $1 de PNB. Est-ce que les émissions ont baissé? Non. Donc vraiment, c'est bonne. Enfin, moi, je ne suis pas du tout contre les renouvelables. Je trouve ça très très bien. C'est formidable. Mais ça ne fait pas simplement une transition énergétique. Ça diminue l'intensité carbone de l'économie. Je crois qu'un petit peu de rigueur, quand on parle de choses aussi importantes, c'est clé. Et c'est très important de présenter les choses comme ça, parce que quand on dit ça fait baisser l'intensité carbone de l'économie, ça laisse sur la table la taille de l'économie, donc le niveau de production, et donc la question clé de la répartition des émissions de CO2. Parce que si on dit, bah oui, on va faire une transition énergétique, on va sortir des fossiles. Dans ce cas-là, on peut imaginer une économie en croissance ad vitam aeternam qui n'atteindra plus le climat, qui ne changera plus le climat. D'accord? Mais ça, c'est une illusion technologique. Donc vraiment, je crois que c'est très important de rester rigoureux sur les termes, sur les concepts. Moi, je ne me pose pas la question de quel est le discours que je dois tenir à un tel ou un tel, en fait. Je crois vraiment qu'il y a eu une confusion importante en sciences sociales entre le normatif et le descriptif. On a mis beaucoup trop tôt la question du normatif, qu'est-ce qu'il faut faire, quel discours il faut tenir. Résultat, on n'analyse pas les choses convenablement. Et vraiment, ça me semble vraiment un vrai problème qu'il y a eu depuis les années au moins 2000, quoi. Mais heureusement qu'on est sorti du descriptif pour se tracasser quand même un peu de ce qu'il allait falloir faire et de comment on allait pouvoir le faire. Encore une fois, je suis désolé, mais ce qu'on va faire sur les 10 prochaines années va déterminer largement le niveau de hausse de température qu'on subira au cours de ce siècle. Donc ça veut dire, je suis désolé de le dire, qu'on n'a pas trop de temps à perdre. Certes, et que la donc, transition nous a fait perdre il va beaucoup de temps. falloir décarboner le plus vite possible par tous les moyens. Et donc, tous ces grands débats sur la taille de l'économie, sur est-ce qu'on est arrivé par le passé, ça me semble, je suis désolé de le dire, c'est intellectuellement intéressant et c'est chouette d'en parler ici dans de riches arrondissements parisiens, mais globalement, c'est un peu une perte de temps par rapport à la transition, je crois. Jean-Baptiste, comment on s'y prend justement, selon vous, pour ne pas répéter les erreurs du passé autour de ce concept de transition? Comment on pourrait lutter beaucoup plus efficacement qu'on ne l'a fait jusqu'ici? Je pense qu'il faut simplement faire preuve de discernement technologique. Il y a des choses qu'on sait décarboner, et c'est une très bonne nouvelle. L'électricité en fait partie, donc c'est très bien ça. Et donc il faut aller effectivement à fond sur les renouvelables, il n'y a absolument aucun souci avec ça. Par exemple, la question de l'automobile électrique est plus discutable. Je pense que là, on devrait quand même beaucoup relire Gors et réfléchir sérieusement à la taille du parc automobile, en particulier dans les pays riches. Pour quelle raison? Vous pouvez nous rappeler Tout simplement parce qu'en fait, une voiture, c'est une grosse masse d'acier au départ, et donc c'est forcément émetteur.
Et donc le but, ce que nous dit le climatologue, c'est pas simplement de réduire les émissions, c'est d'arriver à zéro. Ça, je crois que c'est un point important, c'est que effectivement, les émissions vont continuer de baisser. J'espère, en faisant plein d'efforts, on va diminuer par 2, mettons, les émissions d'ici 2050. Mais le CO2 dans l'atmosphère, c'est purement cumulatif. C'est-à-dire que ça ne fait que retarder en fait la hausse des températures. Ça c'est vraiment quelque chose qui est... Parce que souvent on me dit, ah oui, tu regardes le verre à moitié vide, mais c'est pas vrai, je ne regarde pas le verre à moitié vide, je regarde le robinet à moitié fermé. C'est ça la question clé, c'est que c'est cumulatif. Voilà. Donc je pense que vraiment faire preuve de discernement technologique sur ce qui est possible, faisable avec les technologies qu'on a, et ce qui est plus, risqué, ça c'est vraiment quelque chose de clé. Et ne pas rêver sur la décarbonation de l'acier, du ciment, de l'aviation, du commerce maritime et de plein d'autres choses. Je pense que c'est faire preuve d'être un peu... ça permet d'avoir un discours un peu d'adulte sur cette question. Parce que le discours de dire, voilà, oui, il n'y a pas de problème, on va faire des avions à hydrogène, on va faire tourner nos super-tankers avec de l'hydrogène, etc., c'est vraiment infantilisant, en fait. Ça nous empêche d'avoir cette discussion sérieuse. Et une fois encore, sur la taille de l'économie, ce n'est pas du tout un truc qui nous fait perdre du temps. Moi, je pense que c'est une question absolument clé. Pourquoi les Européens émettent beaucoup moins de CO2 que les Américains? Ils ont une économie plus petite. C'est une question très importante, j'y peux rien. Faut arrêter de décroissance, concrètement. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut parler de décroissance. On peut appeler ça décroissance, on peut appeler ça sobriété, on peut appeler ça ce que vous voulez, mais le niveau de production est un facteur absolument clé dans nos émissions, évidemment. Et ne pas voir ça et s'empêcher de le dire, ça me semble catastrophique, en fait, intellectuellement, et même politiquement. Parce que là, tu invoquais le sort des pays pauvres. Mais c'est bien ça la question clé, c'est de faire de la place dans l'atmosphère pour leur développement économique aussi, que je sache. Donc évidemment que si on n'arrive même pas chez nous à dire, oui, ce serait quand même bien de réduire la voilure, mais c'est d'un cynisme inouï. Mais personne ne dit ça. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien entendre les politiciens qui disent qu'il faut réduire la voilure économique. Moi, un pays en France où il y a une certaine forme de consensus sur la nécessité de la sobriété, c'est celui-ci. Vous avez des exemples? Sur quoi? Sur le consensus autour de la sobriété. Attendez, il y a même une politique gouvernementale qui incite à la sobriété. Alors, on peut s'en moquer, etc. Hein, mais c'est juste, moi je suis un peu fatigué en fait, de tous les gens qui en permanence se moquent de ceux qui concrètement réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Et je trouve ça un peu insultant et pénible en fait. C'est-à-dire que tous les jours, je vois des gens qui sincèrement s'engagent pour essayer de réduire les émissions. Je vois des gens dans les municipalités, je vois des gens dans les industries qui se disent comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir réduire les émissions. Et je vois des gens qui arrivent même à certains résultats. Et je trouve que c'est un peu insultant d'avoir en permanence un discours comme le tien, Jean-Baptiste, qui dit globalement, vous êtes des enfants, vous rêvez, tout ce que vous faites, ça ne sert à rien, je vais vous tenir un discours d'adulte parce que moi je sais. Je pense que dans la vie, il y a les gens qui savent et les gens qui font. Quels sont les leviers qui vous semblent justement très importants d'actionner pour réussir la transition? Je l'ai dit, il y en a plein. Je pense que l'enjeu passe par une combinaison de 3 types d'actions. Il faut d'abord des politiques publiques ambitieuses. Alors encore une fois, on peut jeter aux orties le moindre début de politique publique sur le sujet. Et on peut dire ça ne sert à rien, c'est inutile, mais comme tu l'as dit, c'est un problème d'accumulation. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on parvient à réduire nos émissions maintenant, c'est des milliers, sinon des millions de tonnes de gaz à effet de serre qui ne vont pas dans l'atmosphère. Un autre aspect, c'est évidemment les changements de comportement et la question de la sobriété est très importante là-dedans. Si les émissions de chauffage baissent, c'est aussi parce que les gens chauffent moins leur logement et donc c'est concrètement un changement de comportement. Et puis, il y a des politiques industrielles de décarbonation qui, je suis désolé, ne se réduisent pas au fait de continuer à produire autant de carbone et puis de stocker du carbone sous terre. C'est des techniques qui sont archi-minoritaires aujourd'hui. Il y a des vraies politiques de décarbonation de l'industrie aujourd'hui qui, je le rappelle, portent certains fruits. Et donc, en permanence, par rapport à tous ces gens qui essayent sincèrement de baisser leurs émissions, on a ce discours qui dit « ça ne sert à rien ». De toute façon, c'est pas comme ça qu'on va faire, vous fantasmez, essayez d'avoir un discours d'adulte. Je trouve que c'est franchement un peu insultant. Jean-Baptiste parlait de la recherche sur l'avion vert, par exemple. Mais sur l'avion, ouais. Comment est-ce qu'on va faire baisser les émissions de l'aviation? Première priorité, réduire le nombre de vols.
Et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y a des vols long courriers qui sont relativement inutiles. Tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y a plein de trajets courts et moyens courriers qui peuvent s'effectuer en train, voire ne pas s'effectuer du tout, grâce notamment aux visioconférences. Deuxième levier, c'est d'essayer de décarboner les vols actuels. Par exemple, sur les trajectoires d'atterrissage, le fait d'atterrir de façon continue et plutôt que par palier, ça permet de réduire les émissions. Travailler sur les trajectoires des avions, ça permet de gagner 3% ici, 4% là-bas. Travailler sur le design des aéroports, ça permet de gagner aussi quelques pourcents. Alors on peut rire et on peut dire « Ah oui, mais c'est que 1% ici, c'est que 2% là-bas, mon gars, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. » Bien sûr que non, mais en attendant, c'est déjà ça de gagner. Et puis, il y a la troisième solution qui est effectivement le développement de nouveaux types d'avions, d'avions à hydrogène. Je ne suis pas expert aéronautique, j'ai aucune idée de savoir si un jour on aura des avions à hydrogène, j'ai aucune idée de savoir quel sera potentiellement leur bilan à ce moment-là, mais je sais qu'il faut tout faire pour essayer de le développer et que ça vaut le coup d'essayer d'investir de l'argent en recherche et développement pour voir s'il n'y a pas là une possibilité. Je pense sincèrement qu'on est dans une telle situation d'urgence, et parlons de parler avec mes tripes plutôt qu'avec mon cerveau, je pense sincèrement qu'on est dans une telle situation d'urgence qu'on n'a pas le choix de faire les enfants gâtés et capricieux et de dire « Ah non, 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 moi je vais faire plutôt ça, ça on laisse de côté ». On doit absolument mettre tous les fers au feu aujourd'hui. Jean-Baptiste, vous voulez réagir à ce que vient de dire François ? Je ne sais pas que dire, comment dire. Alors, l'avion à hydrogène, donc, j'en avais discuté avec des gens à Toulouse, de Super Réo qui travaillaient à Airbus aussi. Ils sont horripilés par ce truc-là. C'est un machin que les communicants d'Airbus brandissent pour faire plaisir au gouvernement, mais ça n'a vraiment aucun sens technologique. L'hydrogène, c'est liquide, c'est 3 fois moins dense en énergie que le kérosène. Donc il faudrait déjà des réservoirs absolument gigantesques. Il faudrait refaire tous les avions. Ensuite, l'autre problème, c'est qu'il faut le maintenir à moins 253 degrés. C'est compliqué de faire moins 253 degrés à 10 km d'altitude. Boeing a dit non mais ne rêvez pas. Mais je préfère Boeing là-dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus clair, ça clarifie la situation. Si vous voulez réduire les émissions de l'aviation, eh bien, il faut moins prendre l'avion, il faut moins construire d'avions. Et tu dis, tout le monde dit ça, mais moi, je ne crois pas que beaucoup de personnel politique en France disent, désolé Airbus, il va falloir réduire la voilure. C'est compliqué de dire ça. Même le patron de l'aéroport de Paris le dit. D'accord, je ne savais pas, c'est intéressant. Augustin Dromanet. D'accord, donc le patron de l'aéroport de Paris, il prévoit... Il faut réduire le nombre de vols à Charles de Gaulle. D'accord, eh ben, c'est une très bonne nouvelle. J'en suis ravi de l'entendre, donc ça veut dire qu'il y a des progrès. C'est pas j'ai l'impression, disons, le pari économique du gouvernement français que dire, voilà, Airbus, on va maintenant faire une trajectoire de décroissance. Que le gouvernement français est dominant, leur liste est à 15%. Ok, alors si tu en discutes avec les ingénieurs d'Airbus, le PDG d'Airbus n'est pas en train de dire maintenant on va commencer à voir quelles usines on va fermer dans les 10 prochaines années. C'est pas du tout ça qu'ils sont en train de faire, mais alors pas du tout. Un petit mot sur le GIEC. Jean-Baptiste, il y a une partie de votre livre qui est consacrée aux travaux du groupe 3. Donc le groupe 3, c'est plutôt un groupe constitué d'économistes qui... Non, c'est pas ça ? Des modélisateurs maintenant. Modélisateurs. Beaucoup, Vous êtes assez critique sur le travail de ce groupe. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots pourquoi ? Alors déjà, il faut revenir à l'origine du GIEC. Je crois que c'est ça qui est intéressant en fait. Le GIEC, maintenant, a acquis l'image de paladin du climat. Quand on voit l'histoire, comment ça s'est passé, c'est plus intéressant. En fait, au milieu des années 80, il y avait déjà un groupe international qui se préoccupait du climat, qui s'appelait le Advisory Group on Greenhouse Gases, qui était dirigé par un biologiste égyptien qui s'appelait Mostafa Tolba, qui avait des discours tonitruants sur la diminution des émissions de CO2. En 85-86, il dit voilà, il faut réduire déjà de 25% d'ici l'an 2000. Quelques années après, il dit oula, il va falloir diminuer de 60% les émissions de CO2. Quand les Américains entendent parler de ça, ils disent mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est hors de question qu'on laisse quelques scientifiques climatologues et quelques bureaucrates de l'ONU commencer à nous dicter notre politique énergétique, parce que ça revient à ça en fait. Et donc ils créent effectivement le GIEC, et le mot important dans le GIEC, c'est le I, c'est intergouvernemental. Donc les gouvernements, ça permet de remettre les gouvernements dans la boucle. Voilà. Alors quand le GIEC est créé, donc il y a 3 groupes, il faut le savoir, le groupe 1 qui s'occupe de climatologie, le groupe 2 qui s'occupe des impacts et le groupe 3 qui s'occupe des solutions. Le groupe 2 et le groupe 3 sont dirigés par 2 personnes qui sont ouvertement climato-sceptiques. Je trouve ça intéressant. Le groupe 2, il s'appelle Yuri Israel, donc c'est un des rares météorologues du domaine, un russe, qui est climato-sceptique.
En 2008, il conseille à Poutine de ne pas ratifier le protocole de Kyoto, ça ne l'empêche pas de rester vice-président du GIEC. Le groupe 3 est dirigé par un monsieur qui s'appelle Robert Einstein. C'est pas possible ça. La Russie a ratifié Kyoto en 2004. Alors en 2003, il doit le conseiller, je vais me tromper de date, peu importe. Non, mais D'accord, mais ok, alors en 2003, il a conseillé, tu vérifieras la date dans le livre, peu importe. Et le groupe 3 est dirigé par Robert Einstein, qui, donc lui aussi ouvertement climato-sceptique, qui est très important parce qu'il est à la fois le président du groupe 3, il est aussi le négociateur américain pour Rio. Et on a dans les archives les discussions qu'il a avec John Sununu, qui est à ce moment-là le chief of staff de George Bush. Et ce que je vous disais en introduction, John Sununu lui dit bah, très bien, cette affaire de changement climatique, on va leur faire miroiter la transition. Voilà. No money, no target, play the technology card. Joue la carte technologique. Et ça fait entièrement sens quand vous êtes les négociateurs américains à Rio. Vous êtes la première puissance économique, la première puissance technologique et les premiers émetteurs. Ça fait sens de dire bah oui, c'est la technologie, c'est l'innovation qui va nous tirer d'affaire. C'est logique. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a un prisme, un biais technologique très fort dans la littérature scientifique là-dessus. Je me suis amusé à essayer d'objectiver ça, parce que c'est compliqué dans ces rapports, il y a énormément de choses. Il y a évidemment qui parlent de sobriété et de réduction de la demande, mais c'est archi minoritaire. Vous prenez le nombre d'occurrences, c'est une façon de faire, c'est pas forcément pertinent, mais c'est une manière de faire. Vous avez dans le dernier rapport, 2900 pages, ce rapport, il y a 2800 fois le mot transition, il y a 200 et quelques fois le mot sobriété, il y a 20 fois le mot décroissance, et il y a une quarantaine de fois le mot demand management. Demand management, c'est management de la demande, c'est là où on pourrait penser la réduction de la consommation. C'est infiniment moins présent, par exemple, que le CCS, que le Carbon Capture and Storage, que le Carbon Dioxide Removal. Il y a beaucoup moins d'occurrences de ça. Et je finis, dans le rapport précédent, il y a tout plein de trucs sur la fusion nucléaire. Voilà, on aura la fusion nucléaire avant les années 2050. Commercial, hein, commercial. On a des réacteurs à fusion nucléaire comme ça qui seront accessibles. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Là, dans le rapport récent, il y a plein de trucs sur l'intelligence artificielle, les voitures autonomes. Il y a un côté très technophile dans cette affaire. Il faut vraiment que les citoyens se préoccupent de cette expertise-là. Voilà. Et c'est vrai que le fait que... Alors, le cœur du rapport, c'est ce qu'on appelle les scénarios de modélisation intégrée. C'est des scénarios qui permettent de modéliser les trajectoires net zéro. Pas une seule fois, avant cette année, il y a un seul scénario qui inclut une décroissance d'aucun pays. C'est-à-dire, c'est le 6e rapport. Ils n'avaient pas commencé à imaginer que pour réduire les émissions, peut-être que des pays riches pourraient réduire leur PNB. Ils ont reçu 3000 et quelques scénarios dans leur base de données. Ils disent bien, aucun scénario n'incluant de la décroissance pour aucun pays n'a été proposé, n'a été inclus, parce qu'aucun n'a été proposé. C'est pas tant le groupe 3 le problème, c'est toute la discipline des modélisateurs et de l'économie qui s'occupe de ça, en fait, qui pose problème. Et là, c'est la première fois, c'est en mars 2024, qu'est sorti un scénario qui utilisait un modèle IAM, de modélisation, pour voir ce que ça fait la décroissance. Et comme par hasard, tout devient plus simple. Vous avez besoin d'un déploiement beaucoup moins rapide des renouvelables. Il faut quand même déployer beaucoup de renouvelables. C'est pour l'Australie qu'ils ont fait ça. Un pays dont le PNB est très élevé. Ne serait-ce que faire stagner le PNB australien, ça simplifie beaucoup. Il y a besoin de beaucoup moins de biomasse. Parce que maintenant, ah oui, un autre truc moi, qui m'horripile, c'est les émissions négatives. Ça a pris des proportions. En gros, c'est vous allez récupérer le CO2 donc on a brûlé du carbone, on a envoyé du CO2 dans l'atmosphère. Maintenant, on va aller récupérer le CO2 de l'atmosphère et le mettre dans le sol. Et donc, les émissions négatives, si vous prenez le dernier rapport de 2022, il faudrait stocker entre 170 et 900 milliards de tonnes de CO2 pour ne pas dépasser les 2 degrés. C'est plusieurs fois la production mondiale de bois qu'il faudrait stocker sous terre. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Dans le rapport précédent, ça avait été très critiqué, dans le rapport précédent, celui de 2014, on était sur des surfaces de plantation forestière pour stocker du carbone. Donc l'idée, c'est que vous faites du bois. Ce bois, vous le brûlez dans des centrales thermiques. Vous récupérez le CO2 à la sortie des cheminées et vous l'enfouissez sous le sol. Une technologie que personne n'utilise, ça coûte très cher, c'est très compliqué. Et ça devait prendre de telles proportions, il fallait 3 fois la superficie de l'Inde en plantation forestière. Mais qu'est-ce que c'est que ces rapports-là? Qu'est-ce que c'est que ces scénarios? Un peu de sérieux, bon sang. Donc non, il y a un vrai souci, et il est important qu'on mette son nez là-dedans. J'en discute avec des économistes, souvent les économistes un peu plus vieux, ceux qui ont de la bouteille, mais ils sont horrifiés par ça. Ils se disent, mais il n'y a aucun réalisme. Alors maintenant, il y a une nouvelle discipline, ça j'adore. Ils font 3000 scénarios, qui sont à peu près tous rocambolesques, et maintenant ils font une discipline, c'est l'étude de la faisabilité des scénarios. C'est sans fin, ce truc. Donc vraiment, non, il y a un vrai souci, je pense, de la discipline qui s'est emparée des solutions, qui pose des vraies questions sur la nature de cette discipline.
François, vous avez contribué au GIEC. Est-ce qu'il y a un problème avec le groupe 3? Je ne vois pas ce que ça apporte de taper sur le GIEC. C'est juste, enfin, tu imagines que le GIEC, c'est un groupe de suppôts du grand capitaliste qui sont animés par les pires intentions du monde et qui agissent avec un dessein politique. Alors je ne suppose pas tout ça, simplement je décris ce qu'il y a dans ces rapports, c'est tout. Je suppose. Tu me prêtes des suppositions, c'est incroyable, en permanence, quoi, c'est fatigant. Je décris des trucs, c'est tout, quoi. Les rapports font l'état de la science sur le sujet. Et donc la manière dont les rapports sont faits, ça consiste à analyser l'ensemble des travaux scientifiques qui ont été publiés sur un sujet donné et à essayer d'évaluer là où il y a une certaine forme de consensus scientifique et là où au contraire il y a un dissensus scientifique. Et donc dire le GIEC fait ceci ou le GIEC fait cela, c'est pas vrai, c'est la science qui fait ceci ou qui fait cela. Et donc si tu veux rétablir les trucs, on peut publier des contre-articles, etc. Mais globalement, l'idée de prêter un dessin politique au GIEC me paraît quand même très, très problématique. Quand je regarde, y compris les collègues français qui sont dans le groupe 3, des Philippe Sier, des Céline Guivarch ou des Franck Lecoq, j'ai pas l'impression que ce sont des gens qui soient payés par l'industrie. Non, mais j'ai jamais dit ça. Mais, enfin, tu sais, la science... Alors, là, ça va être compliqué de discuter parce que, enfin, comment dire, tu discutes avec Franck Lecoq, il est horrifié par les émissions négatives. J'encadre avec lui un master, c'est une étudiante qui travaille là-dessus, sur comment ça se fait qu'on soit mis à autant parler d'émissions négatives. Mais parce qu'il y a plein d'articles scientifiques sur ce sujet. Oui, mais comment ça se fait qu'il y ait plein d'articles scientifiques aussi idiots? C'est ça la question, en fait. C'est ça la vraie question. Comment ça se fait qu'il y ait des articles scientifiques qui vous disent on va faire des plantations forestières de 3 fois la superficie de l'Inde, qu'on va brûler dans des centrales, on récupérera le CO2 à la sortie des cheminées? Non, il y a un vrai... la science, tu sais, ça se pilote. Je veux dire, ces scénarios, d'où ça vient? Faut reprendre l'histoire de tout ça. En gros, dans les années 2000, l'industrie pétrolière, charbonnière se dit « Oula, ça va être compliqué de réduire vraiment nos émissions ». Et donc, on se met à parler de protection forestière, de captation par la forêt. Ensuite, on a l'objectif 1,5 degré, puis 2 degrés, on se rend compte que c'est extrêmement ambitieux, on est obligé d'inclure des émissions négatives, et à partir de là, il y a beaucoup d'argent qui sont mis par l'Union européenne en particulier le PIC, l'institut allemand qui fait ça, qui se met à prévoir des énormes quantités d'émissions négatives pour dire on peut tenir nos objectifs de neutralité carbone en Allemagne, même avec une grosse industrie, etc. Donc évidemment que ça a une fonction politique. Évidemment. Donc, je veux dire, la science dit que, et le groupe 3 fait simplement dire ce que la science dit, c'est une vision un petit peu naïve et, comment dire, un peu périmée, quoi, de ce que c'est que l'activité scientifique, surtout dans un domaine, les solutions technologiques au changement climatique, où la science de la solution, c'est quelque chose, on peut commencer à en discuter quand même. Tu vois, ça n'a rien à voir avec la climatologie. Ça n'a absolument rien à voir avec une discipline où on a des mesures physiques, où il y a de l'instrumentation. Là, c'est quelque chose d'assez différent, en fait. Donc, évidemment qu'il y a une dimension politique dans ces scénarios net zéro. Évidemment. Je veux dire, quand dans ces scénarios net zéro, il y a plein d'hydrogène liquide qui arrive d'un seul coup des pays où il y a beaucoup de soleil et qui vont alimenter l'industrie des pays riches, ça a peut-être quelque chose à voir avec les stratégies industrielles allemandes. Peut-être. On peut peut-être imaginer faire cette hypothèse, non? Je suis désolé, mais je ne rentre pas dans ce genre de discours complotiste. Vraiment pas. Alors, heureusement que je suis dans le groupe 2 et pas dans le groupe 3, sinon je m'en serais pris plein la gueule. Mais sincèrement, essayer de décrire les le GIEC aujourd'hui, vraiment, je trouve ça un peu pénible. Ouais. On va laisser le GIEC tranquille. Alors, je fais la distinction entre le groupe 1 et le groupe 3, hein, ce que vous avez remarqué. Et en plus, une fois encore, discutez-en. Je travaille avec des gens qui sont dans le groupe 3. Franck Lecoq, je vous dis, il fait partie du groupe 3. Il est très énervé par ce qui s'est passé. Et donc, il y a plein de papiers qui vont sortir là-dessus. Oui, chaque auteur du GIEC est parfois un peu énervé par certains points. Moi aussi, il y a des trucs dans le groupe 2, je trouve qu'il aurait pu être mieux formulé, etc. C'est juste à un moment donné, il faut reconnaître que c'est quand même 2000 personnes qui, globalement, passent 5 ans de leur vie vraiment à travailler très, très dur, sans être payés, et à qui tu craches à la gueule en disant « Écoutez, je sais mieux que vous, et vous êtes de toute façon un peu aux mains de l'industrie allemande ». C'est un peu limite comme discours, franchement, Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Allô? Oui, merci.
Juste un petit point sur l'âge de pierre. Il me semble qu'on n'en est toujours pas sorti, vu qu'on produit 5 milliards de tonnes de béton. Donc c'est de la pierre. Donc je pense que l'âge de pierre, c'est aussi une cumulation. Concernant la possibilité de enfin bouger à une vitesse vraiment nécessaire, pas à la vitesse à laquelle on va aujourd'hui dans la décarbonation, est-ce que c'est pas, d'une part, la chute du pétrole, d'après les travaux du Shift Project, le pic du conventionnel c'était 2008, peut-être 2007, le pic des chiffres avec les Shale Oil, c'était peut-être 2018, disait le Shift Project et relayé par Jean Covici. Donc on a 13 fournisseurs de pétrole de l'Europe qui sont en décroissance aujourd'hui. Est-ce qu'on ne va pas avoir un effondrement de l'économie beaucoup plus rapide, dû simplement au fait que le pétrole disparaît, se renchérit, et d'autre part, avec l'agriculture de la FNSEA et les difficultés, est-ce que même chez nous, on ne va pas avoir bientôt un début d'effondrement de l'agriculture et de notre production et des vraies questions de peur chez nous? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, pour relayer un petit peu ce que dit Aurélien Barraud, est-ce qu'une énergie propre est souhaitable, sachant que l'énergie aujourd'hui permet de faire tourner toute l'économie, qui est, alors je prends un peu ces termes, une manière d'exterminer le vivant. Alors, Jean-Baptiste, sur le pic pétrolier. Ouais, sur le pic pétrolier et sur l'âge de pierre. Alors, sur le pic pétrolier, là, tu vois, je vais être d'accord avec toi, François. Effectivement, malheureusement, c'est pas la limite des ressources qui va nous empêcher de cramer la planète. Il y a énormément de fossiles, en fait. Si on investit, on peut toujours sortir davantage de fossiles. On a vu récemment l'explosion du pétrole de Rochemer aux États-Unis. Enfin, voilà, donc malheureusement, j'ai envie de dire, c'est pas les ressources qui vont nous contraindre. Ce qui est dommage, parce que ça aurait permis davantage aux pays riches d'être obligés de faire des efforts, effectivement, si ça avait été un pic des ressources. Et en gros, enfin, ce que j'ai pas le temps de dire, mais l'idée de transition énergétique, c'est né en fait du pic pétrolier, de la crise énergétique, ça s'est diffusé à ce moment-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a recyclé une vision de l'énergie qui avait été inventée pour penser et réfléchir à ce problème de l'épuisement. On a recyclé ça pour le changement climatique, alors que les deux problèmes n'avaient rien à voir. L'épuisement, c'est un truc progressif, puis ça renchérit les fossiles. En gros, la fin des fossiles, on savait très bien que ce serait sur plusieurs siècles que ça se jouerait. Alors que là, le changement climatique, c'est en quelques décennies qu'il faut sortir des fossiles. Donc vraiment, c'est un peu la fin du livre. J'explique comment il y a eu ce transfert de futurologie. Sur l'âge de pierre, ta citation là, c'est pas toi qui l'as inventé. Hein, la fin de l'âge de pierre, c'est en fait le ministre. On n'est pas sorti de l'âge de pierre parce qu'il n'y avait plus de pierre. C'est le ministre du pétrole saoudien dans les années des Émirats arabes unis, je ne sais plus, dans les années 70. Donc je ne sais pas d'où viennent exactement les références, mais le point important, c'est qu'il faut vraiment effectivement cesser de penser comme ça en phase. Cette vision phasiste en fait des dynamiques matérielles de l'humanité, ça a rendu comme naturel et plausible un truc qui est d'une ambition inouïe. Sortir des fossiles en 30 ou 40 ans, c'est extraordinairement ambitieux. Ça nécessite des transformations beaucoup plus amples que simplement mettre des panneaux solaires et rouler en voiture électrique. Parce que les fossiles, c'est pas simplement ça, c'est plein d'autres choses. J'ai déjà parlé du ciment, de l'acier, les plastiques, il y a l'agriculture aussi. Tout ça, c'est des choses qui sont très dures à décarboner. Donc c'est pour ça que, oui, évidemment, il faut tenir le discours des sangs et des larmes, c'est extrêmement important. Et je crois que le backlash récent, c'est aussi parce qu'on avait vendu une transition qui se ferait sans effort à la population, et que là, les gens disent, bah, attendez, c'est pas ça dont on avait parlé. Si ça avait été beaucoup plus clair depuis longtemps, que oui, décarboner l'économie, c'est quelque chose qui a des impacts sur le confort, sur la vie, sur la mobilité, sur ce qu'on mange, sur la consommation de viande. Bah, là, maintenant, peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation, effectivement, où ça bloque. Si pendant 30 ans, on avait expliqué ça très sérieusement et que les scientifiques n'avaient pas dit non, non, mais en fait, il faut dire ça, c'est juste positif, c'est que des opportunités, surtout pour les industriels, etc., peut-être que ce serait moins difficile politiquement maintenant. Peut-être qu'il y aurait des vrais mouvements d'écologie politique puissants. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est cette expertise de la transition vendue, en fait, effectivement, qui est très facile plutôt à vendre et à monnayer auprès des industriels. Ça n'a pas permis d'avoir cette dimension politique de l'écologie. Et c'est pour ça que je trouvais très belles les couvertures et que je faisais référence à André Gortz aussi dans l'introduction. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Très rapidement, d'abord, merci à tous les deux pour vos travaux. Vous avez chacun une très belle compétence et vous êtes surtout complémentaires, ne l'oubliez pas.
Maintenant, Ça, je sais pas. si, si. Moi, je suis pas très intelligent. Hein, donc, Il faudra que vous le soyez. Quand on vous entend à demi-mot, on comprend que Jean-Baptiste Fressoz appelle quand même à une certaine décroissance quand il parle de réduction de l'économie. Est-ce que je ne me trompe pas? Voilà. Et du côté de François Gemène, je pense que c'est ça aussi, mais ce n'est pas affirmé. Et comme je suis en train de lire votre livre, L'écologie n'est pas un consensus, qui parle de comment faire passer des mesures difficiles, incluant éventuellement une décroissance ou sobriété, on l'appellera comme on veut, où on agit pour des générations futures et pas dans un intérêt immédiat. Donc, question plutôt pour François, mais vous pouvez répondre. Comment fait-on? Merci. François, comment fait-on? D'abord, j'ai pas la prétention, bon, je suis un peu bête, moi j'ai eu mes diplômes universitaires dans des Kinder Surprise, donc j'ai pas la prétention de dire aux gens comment il faut faire. Je considère que mon rôle dans le débat public, c'est plutôt d'essayer d'encourager tous ceux qui quotidiennement essayent de baisser les émissions et d'essayer de voir comment je peux valoriser au maximum ce qu'ils font, de manière à ce que ce qu'ils font puisse en inspirer d'autres et à ce que nous puissions concrètement faire baisser les émissions, parce que le changement climatique est évidemment un problème d'accumulation, c'est aussi un problème graduel, où chaque dixième de degré d'élévation de la température compte, ça veut dire que chaque tonne de gaz à effet de serre qui est envoyée ou qui n'est pas envoyée dans l'atmosphère compte. Et je crois que c'est très important aussi, vu le temps qui nous reste. On peut évidemment fantasmer et se dire, voilà les moyens d'aller beaucoup plus loin, de changer les choses en profondeur, etc. Mais reste qu'au quotidien, demain, chaque tonne de CO2 qui n'est pas envoyée dans l'atmosphère, c'est déjà ça de gagner. Ça, c'est très important. Sur la question du comment faire, politiquement, je crois que politiquement, on a bien davantage intérêt à mettre en avant les intérêts que les gens ont à la décarbonation de l'économie. Et je crois qu'on a tendance à se fourvoyer dans la communication, parce qu'aujourd'hui, on essaye beaucoup d'insister sur les risques qui sont associés à l'inaction. Et donc on dit aux gens, si on ne fait rien, voilà ce qui va se passer, et voilà la catastrophe qui va arriver et qui est déjà en cours. Mais par contre, je crois qu'on ne met pas suffisamment l'accent sur les intérêts qu'il pourrait avoir à agir. Et je crois qu'aujourd'hui, le discours que moi je trouve dominant, Jean-Baptiste trouve que le discours dominant, c'est un discours sur la transition sans effort. Il me semble que moi, le discours dominant, c'est un discours qui est un peu plombant sur le changement climatique et sur la transition, en disant soit on ne va pas y arriver parce que c'est trop difficile, parce qu'on n'est pas arrivé dans le passé, soit de dire voilà toutes les catastrophes qui vont arriver si on n'agit pas. Or, je crois qu'un changement important qui s'est produit depuis les 5 dernières années, c'est que le niveau de conscientisation a considérablement augmenté, ne serait-ce que parce que le changement climatique s'est rappelé lui-même de rappeler à quel point il était grave et urgent, et qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, une attente de moyens d'action. Et je crois que souvent, on s'imagine que l'on va agir parce que l'on va être conscient de la gravité du problème, et beaucoup de militants, beaucoup de chercheurs, aujourd'hui, sont en train d'essayer de tirer la sonnette d'alarme et d'alerter sur la gravité du problème. Moi, mon sentiment, ce qui n'est d'ailleurs pas qu'un sentiment, et c'est ce que montrent beaucoup d'études en psychologie comportementale, c'est que nous allons agir si nous y trouvons un intérêt. Et donc je crois qu'on doit beaucoup plus attirer l'attention sur les intérêts qu'il y a à la décarbonation ou à la transition, et dire voilà, des transports décarbonés, c'est aussi de meilleurs transports, un logement décarboné, c'est aussi un logement plus confortable, etc., etc. Parce que la réalité, c'est que même si nous sommes sensibles à la cause du changement climatique, même si ça nous inquiète, je crois que nous sommes avant tout guidés et gouvernés par nos intérêts, et certainement les entreprises qui n'ont de personne morale que de nom et qui sont avant tout gouvernées par leurs intérêts. Je peux aussi rebondir là-dessus. Je suis assez d'accord avec ça, il faut insister sur l'éco-bénéfice, l'avantage en termes de sanitaire, de santé, à manger moins de viande, à faire du vélo plutôt que prendre sa voiture, etc. Ça, je pense que c'est effectivement, c'est vrai. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que c'est très important d'insister sur les risques. Parce que l'intérêt qu'on a à faire tout ça, c'est bien pour éviter un monde catastrophique à plus 3 degrés. Donc pour moi, il n'y a aucune opposition. Voilà. Et donc je pense qu'on a au contraire intérêt à insister sur à quel point ça sera violent et difficile un monde à plus 3 degrés. Sinon, c'est quoi la motivation? Il faut bien qu'il y ait un point de référence, quoi. Une dernière question? Oui.
Sur l'impossible transition, avec ce point d'interrogation, vous nous mettez au pied du mur, c'est-à-dire si on ne peut pas changer les choses, l'avenir des générations qui viennent, et sans doute des générations très proches, quel va être leur avenir? Parce que dans ce qui a été dit tout à l'heure, et depuis qu'on est avec vous, où sont les hommes? Où sont les hommes et leur devenir? Il y a déjà la moitié de la planète qui est en grande souffrance, et si vous prenez l'Hexagone, les gens qui habitent le Pas-de-Calais et qui sont dans les inondations pour la 5e fois, les gens de la Vésubie, les paysans des Pyrénées qui n'ont plus d'eau, notre eau qui est empoisonnée, nos océans qui sont empoisonnés, etc., font que l'humanité est dans une réalité de menace, sans tomber dans l'éco-anxiété. Il y a quand même le principe de réalité. Et si on ne l'affronte pas, nous sommes collectivement en danger. Mais bien sûr, mais c'est précisément pour tous ces gens dont vous parlez, madame, que je crois que nous avons une obligation morale de réaliser la transition et d'essayer de sortir des énergies fossiles et de réduire nos émissions autant qu'on le peut. Et je ne vois pas ce que ça peut apporter comme discours, un discours du dire vous rêvez, ça ne marchera pas, on n'y arrivera pas, et vous êtes des enfants. Je pense que vraiment il y a une question morale ici. Merci beaucoup à vous deux, à vous tous de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres débats. Merci.